Il y a mille choses que j'aimerais dire en plus, mais je peux pas tout. Quand j'essaie de retracer une chronologie des affaires pour pédophilie que j'ai notées jusque-là, je ne tombe que sur des articles récents, encore et encore. Dans les colonies de vacances, les animatrices accompagnent la vie quotidienne des enfants, habillage, hygiène, coucher, lever, etc. et leur sont souvent, selon les fonctionnements, attribuées des chambres dont elles sont référentes pendant le temps de la colo. Une vieille règle est en vigueur, les animateurs masculins n'ont pas le droit de s'occuper de la vie quotidienne des filles. Quand on va au fond, on dit que les personnes victimes le cherchent. Si on allait au fond des personnes qui agressent, on dirait qu'elles ont été victimes et qu'elles reproduisent. Il n'y a pas de devenir adulte. Les parents qui disent que leurs enfants sont surdoués, c'est juste qu'ils réalisent qu'un enfant c'est pas un être dépourvu d'intelligence. Ou qu'à la limite, ils sont pas trop adultistes et permettent à leurs enfants d'être curieux et de s'exprimer. La pédophilie, c'est le versant sexuel de l'adultisme. Ils étaient à deux doigts de déconstruire la catégorie de l'enfance. Les militants du mouvement pro-pédophile, c'étaient des libéraux anti-révolutionnaires. Éducationnisme. Quels autres rapports avec les enfants que l'éducation? Résidence AGZ, jour 1. C'est dur. J'ai essayé d'enregistrer plusieurs fois, faire un journal de bord pour un vlog. 4 trans ambi-autistes se retrouvent pendant une semaine pour travailler et chercher. Comment prendre soin sans faire du mal? J'ai essayé d'écrire un mail à la bibliothèque de la Pardieu, mais j'ai pas réussi. L'idée d'exposer mes recherches était terrifiante. Jour 2. C'est le deuxième jour de résidence au Brasero. Euh, c'est un peu difficile. Hier, j'avais enregistré un premier vocal, mais bref, ça s'est pas enregistré, donc là, c'est la première fois que je le fais. Hier, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au travail, je pense en partie parce que j'avais terminé les recherches dans les fonds que j'avais notés qui étaient disponibles au Brasero. Il m'en reste encore, mais ils sont dans d'autres lieux. Il y en a à la Pardieu, au fond Chomara et au centre LGBT de Lyon. J'irai peut-être demain y passer, même s'il y en a deux qui sont en consultation sous réserve. Je sais pas quelle réserve c'est, est-ce qu'il faut que j'ai une carte d'université, est-ce qu'il faut que ma recherche soit encadrée, est-ce qu'il y a des formulaires à détenir, est-ce qu'il y a des procédures spécifiques, est-ce que je pourrais prendre en photo les archives, est-ce que... Je sais pas du tout en quoi ça consiste. J'ai voulu écrire un mail hier à la bibliothèque de la Pardieu pour leur demander, mais l'idée que j'écrive un mail, enfin en écrivant le mail pour dire que du coup, voilà, dans le cadre de recherche sur le mouvement pro-pédophile dans les années 70-80 et ses milieux et ses liens avec le militantisme gay, ça me paraissait trop étrange. Je me disais que j'aurais pu, de l'extérieur de lire ça, j'aurais pu être, je sais pas, un militant d'extrême droite qui cherche à trouver des arguments pour dire encore une fois que les PD sont en fait juste pédophiles, ou alors que je me positionne comme les gens qui en fait faisaient l'apologie de la pédophilie à cette période-là. Enfin, je me disais en fait la posture et le statut à faire ces recherches-là et à vouloir remuer la merde là-dedans était trop compliqué. Donc je me suis dit que j'irais directement. J'ai un autre document à consulter qui n'est pas consulté, enfin c'est pas sous réserve. Et que du coup je demanderai à ce moment-là pour les autres. Mais je sais pas, je pense que la question qui me taraude le plus en ce moment c'est quelle posture, comment articuler toutes les recherches et toutes les choses que j'ai posées. Est-ce que on peut vraiment réussir à faire quelque chose de bien en remuant la merde comme ça et en exposant l'horreur, enfin le trash décomplexé, enfin qu'il y avait à cette période-là, quoi. Comment j'arrive à faire quelque chose qui puisse pas se retourner contre nous.
qui soit vraiment bénéfique. Parce que je pense qu'il y a une nécessité là-dedans, mais comment est-ce que je fais ça de manière intelligente? C'est ça la question. En fait, je suis hyper en colère, là tout de suite. Je me sens hyper en colère parce que c'est dur de travailler sur ce sujet. Que les potentialités de ce que ça peut générer, de négatifs sont énormes, et de positifs plutôt difficiles à trouver. Faut être hyper précis, faut faire ça intelligemment, dans le sens de honnête intellectuellement, élaborer un raisonnement complexe. Et j'ai l'impression de trouver des réponses, des issues, mais à comment les mettre en forme, c'est super dur. Et j'ai l'impression que je mange énormément de contenu, de ressources et beaucoup de violence dans le contenu, et qui rentre à l'intérieur de moi, mais c'est dur de les ressortir. En parler, c'est un fait, mais ça reste immatériel. Ça reste flottant, abstrait. J'ai eu désincarné en tête, mais je pense que c'est juste un enchaînement de mots. Ou peut-être pas. Peut-être qu'en effet, il faudrait que j'incarne et que j'affirme les choses au jeu davantage. Comme dit Sido, c'est de la recherche, mais on est artiste, donc on peut s'écarter de la pseudo-neutralité scientifique. J'ai le droit d'affirmer des choses. Mais là, par l'affirmation de il faut fouiller la merde et regarder les choses en face, je sais pas encore exactement ce que j'ai envie d'affirmer. Enfin, je sais, mais je pense que j'ai l'impression que c'est pas assez conséquent. Ça serait une proposition flottante. Que c'est pas l'intellectuel et les mots qui vont changer les choses, mais que dire les choses, finalement on s'en tape. C'est un premier pas, oui, certes, c'est important, etc. Mais que c'est l'action qui est importante derrière. Donner les moyens aux enfants de se défendre. La capacité d'agir, c'est ça qui est important. C'est je dis de la programme politique, enfin, ça se fait pas comme ça. Comment ça se fait? Comment on fait que nos pensées et réflexions là-dessus ne restent pas au stade de penseurs intellectuels désincarnés et détachés de toute réalité de terrain? Et même en ayant une approche de terrain, en pratiquant ces espaces-là, dédiés à l'éducation, à l'apprentissage de l'autonomie, aux vacances organisées, encadrées, justement c'est encadré et chapeauté par une structure encore plus grande et oppressante dans laquelle on a très peu de possibilités d'agir. On peut faire au mieux dans un cadre oppressif. Et c'est pas assez bien, c'est pas suffisant.
Du coup, comment on fait? En fait, je suis pas chercheur. Genre, c'est pas ma posture, c'est pas ma pratique. Bon, même si j'ai envie d'utiliser les outils, en tout cas, enfin, l'esthétique, j'en sais rien. En fait, non, c'est pas exactement ça. Je suis pas chercheur. Maintenant, comment on crée une forme à partir de recherche? Ça reste des recherches, même si c'est pas une méthode universitaire, c'est ni scientifique, ce n'est pas une. Enfin, c'est de la recherche. Maintenant, comment on crée une forme qui a un sens? Parce que j'ai envie de la rigueur de la recherche, que mon propos soit cohérent, qu'il apporte des choses, qu'il soit bien articulé, etc. Mais la forme, qu'est-ce que. Comment dire? Comment montrer? Comment partager? Comment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, en fait? La question de l'adultisme me travaille depuis un certain temps. De circonstance, je me retrouve à traiter la question de la pédocriminalité. Par la lecture d'Hervé Guibert, j'arrive à Foucault et à la Tribune de 77, dirigée par Matzneff, qui appelle Guy Hockenheim en allié pour récolter des signatures. Dans la non-clarté des informations récoltées, je me lance sur l'écriture d'un article. Non-article, je l'appelle. Se permettre de fouiller dans la merde de notre histoire pour déficeler ses impacts dans nos imaginaires et pratiques actuelles. Le sujet est là, le mouvement pro-pédophilie dans les années 70-80, et ses liens avec le militantisme gay, au début par le prisme de son argumentaire. Je me penche sur des écrits que je ne saurais qualifier. Entre pénalisation, témoignages, pubs et petites annonces, théorisation, critique, défense et tourisme sexuel, tout m'écœure et pour le ressortir, je pouffe de mépris. Pourtant, il faut que je me spécialise pour construire un propos cohérent. Et au fur et à mesure, j'établis une liste de toutes les horreurs parues là-dessus. J'ai arrêté, elle est interminable. Je connais tous leurs noms, toutes leurs imbrications. Matzneff, qui écrit des tribunes que signent 1000 autres, Libération, qui fait des petites annonces et banalise tout ça, les mouvements de lutte homosexuelle pour la dépénalisation de l'homosexualité font valoir l'émancipation sexuelle des enfants pour supprimer l'article 331. Des groupes de voyage communautaires organisent des escapades aux Philippines, là où le tourisme sexuel semble faire apparaître des lois homophobes. Un congrès des pédophiles a même lieu le 28 et 29 novembre 1981 dans les logos du Coire. Et les seuls que je vois décrier cette prétendue libération morale sont les homophobes du Parti communiste français et l'extrême droite. Je lis, écoute 1000 choses en notes tout autant pour essayer de comprendre et incorporer de la matière à réflexion. J'abandonne l'idée de faire une chronologie des affaires, car dès que je note le nom d'une de celles-ci sur mon moteur de recherche, je ne tombe pas sur l'année concernée, mais sur des articles d'affaires similaires datant des quelques dernières années. Je suis écœuré de toutes ces choses, mais maintenant il faut en faire quelque chose d'autre. Carte mentale, typologie des argumentaires, raison de pourquoi le faire, discussion pour articuler et débloquer la pensée, parler à la caméra de mon dégoût pour tout ça. Je suis fatigué que ça soit mon sujet et ai peur que cela dépasse mon impression de nécessité. Il est plus facile de se prétendre qu'on ne voit pas que d'identifier la majorité. J'ai l'impression que je pourrais parler des heures de toutes les informations que j'ai incorporées. Jour 6. Je n'ai pas pu tout lire, tout regarder. 2 exemplaires de la revue Recherche que je voulais lire sont consultables sous réserve dans le fonds Chomara de la bibliothèque de la Pardieu, et le numéro de la revue Homophonie du Coire est disponible au centre LGBT de Lyon. Je me disais qu'il était nécessaire de les lire. Ça me repousse de dégoût à l'idée d'y avoir accès à ce qu'il y a dedans. Ça signifie quoi sous réserve? Ça signifie quoi de conserver tout ça? On ne peut pas tout ingurgiter, il faut que ça ressorte à un moment. Et au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir accès à tout? Est-ce que ça ne peut pas se transformer en quelque chose de malsain de persévérer sur le sujet? Maintenant, j'ai envie de travailler sur les révoltes d'enfants, en commençant
à Belle-Île-en-Mer, au pénitencier, le bagne pour enfants. C'est drôle, en faisant dérouler les photos d'articles, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant, par rapport à toute l'horreur que j'ai lue. Pourtant, en les transférant sur mon ordinateur, il y en a 83. J'ai tout supprimé de mon téléphone. J'arrête pas d'attendre avant d'écrire. Il est 18h43, j'ai encore du montage à faire, mais j'attends. Je sais pas trop ce que j'attends. À tous les coups, je vais me coucher super tard cette nuit. Jour 7. En fait, c'est dur de commencer. Nick. Conclusion temporaire. Ça fait partie de notre histoire. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on en fait? Continuer les recherches. 4 février 2025, bibliothèque de la Pardieu, Font-Chaumara. La réserve est un petit bout de papier. Je laisse mon nom et ma carte d'identité sous forme d'admission. C'est bien tout. Chaumara est un fonds privé, alors je ne peux pas faire de photos. Si j'ai absolument besoin, alors ils me donneront son contact et je pourrai lui demander directement si c'est indispensable. C'est la seule connaissance de l'existence de ces ouvrages qui m'a permis d'y avoir accès. Et en très peu de lectures, ils étaient cités. Où sont les autres exemplaires? Il y a seulement un temps d'attente. Je n'ai pas l'anxiété qui donne envie de fuir. C'est peut-être le vin blanc bu à midi. Tout est protocolé dans le calme qui le fait respecter. Petite carte remplie, tissu pour protéger, amené à la table, rien d'encombrant sur celle-ci. Que se passe-t-il si l'on venait à perturber le calme? Ils sont arrivés à la table, serpentins, à peine protégés, voilà une revue de la taille d'un livre à portée de mes mains. Je vais pas pouvoir tout citer. Tout a l'air intéressant. Les lettres de début de chapitre, ce sont des enfants. Il y a des illustrations, il y a des passages marqués au crayon à papier. Les images photos avec leurs légendes. 5 février 2025, bibliothèque de la Pardieu, Font-Chaumara. Il y avait une page cornée. Je pense à Tal, qui a peut-être été dans cette même salle, que moi a consulté cette même revue, lu les mêmes lignes. Je me souviens de l'entendre parler de la citation juste au-dessus. Est-ce que c'était aussi intense corporellement pour lui? 1er mars 2025. Hier, j'ai écrit un texte sur le travail car mon crâne allait exploser d'informations et d'entrecroisements de recherche. Idem, j'ai besoin de poser les choses pour réussir à avancer dans la recherche et l'intérieur. J'en peux plus d'assimiler des informations dégueulasses, c'est comme si c'est évident. La pédophilie, c'est juste l'érotisation de l'adultisme, comme l'exotisation et la fétichisation d'autres catégories sociales. La pédophilie et l'inceste sont omniprésents et structurants dans nos rapports. Check Pornhub juste, malgré les quelques restrictions, c'est full teen ou famille. Les pseudo-militants pro-pédophilie étaient juste des libéraux anti-révolutionnaires centrés sur la satisfaction immédiate de leurs désirs. C'est pour ça que leur militantisme était réformiste et ne s'axait qu'autour de la fin de la discrimination des homosexuels par l'âge de la majorité sexuelle. Bien qu'ils aient tenté de penser la domination adulte, ils ont oublié de considérer 1. Qu'ils faisaient partie de la catégorie des dominants. 2. Que l'oppression encore plus largement c'était le capitalisme, malgré leur couverture pseudo-marxiste pour certains, qu'ils utilisent d'ailleurs parfois pour justifier leurs propos pédophiles. Ils étaient frustrés de leur sexualité normative, alors voyaient celle des enfants comme libre, car non encore codée et réprimée. C'est pour ça qu'ils se sont opposés fermement à l'éducation sexuelle à l'école, car ils pensaient que c'était une nouvelle manière de contrôler et structurer l'enfance. 17 mars 2025, Bras zéro. JPP. Catherine Gonard a l'air de vouloir en parler. Comment on met en place des choses sans que ça soit surplombant? On accepte parce que c'est une domination qui a une fin. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment? Est-ce que c'est une manière d'accepter l'âge adulte, en contraste
avec les contraintes de l'enfance. Impression de liberté. Comment on regarde les victimes de pédophilie, être brisé, cassé, la possibilité d'autres issues, de réparation, et qui ne soient pas seuls. 18 mars 2025, bibliothèque de la Pardieu, fonds ancien, 5e étage. Encore une nouvelle couche. Une consultation d'entretien impossible. En même temps, c'était la crème de la crème, annexe d'un mémoire de M2 de 2011, Matzneff, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points, tous, beaucoup, y sont. Il fallait demander l'autorisation à l'ayant droit lui-même. Pour une fois, j'ai réussi à le faire. Ça ne s'arrête jamais en réalité. Plus je trouve et plus le champ s'étend. Je n'arrive pas à en trouver les limites. Chaque fil que je trouve étire le problème. Le secret dont on se demande pourquoi il est. Deuxième personne en 2 ans, beaucoup trop visible, retiré de la notice. Des éléments de la vie privée, il n'a pas demandé l'autorisation de divulguer ces informations. À chaque fois on dit non. Il ne m'a pas répondu. C'est trop visible pour rien. J'ai cru voir Antoine Idier à ma pause cigarette, il avait l'air préoccupé, aussi préoccupé que moi. Je suis perplexe, je ne sais pas d'où reprendre le problème. Je viens de trouver la fiche d'un autre document consultable sous réserve. Ce périodique ne peut être consulté que sur rendez-vous avec une personne du Fonds Chomara. Le protocole de la suspicion du secret remet du bizarre dans le sujet là où il était devenu rationnel. Pourquoi rendre visible la présence de documents quand il est aussi compliqué de pouvoir les consulter? J'aurais aimé pouvoir retranscrire l'énergie et les discussions de sortie du Fonds Chomara. À chaque fois que je sors de la bibliothèque de la Pardieu, du Fonds Chomara, j'ai une énergie de colère énorme. Et en même temps, du coup, tout me paraît très futile. Les problèmes que je rencontre à côté dans ma vie me paraissent plus tant insurmontables. Euh, j'ai réussi à faire des choses que avant ça m'avait pris des mois avant d'envisager l'idée de le faire. Et là, tout me paraissait plus simple. Parce que l'horreur à laquelle j'avais eu accès était tellement démesurée que ouais, le reste était beaucoup moins grave. J'avais aussi l'impression de découvrir des trucs de fou et de comprendre leur argumentaire. Comprendre pas dans le sens d'adhérer, mais vraiment dans le sens de compréhension de comment est-ce qu'ils avaient construit leur argumentaire. Ce qui était très déstabilisant, de mettre à développer une espèce de... Je sais pas si c'est une expertise sur le sujet, mais en tout cas, une connaissance et une compréhension de leur malhonnêteté. Euh, C'était assez fou. Comment les réserves sont-elles établies? Comment les fonds ont-ils été inventoriés? Je veux savoir davantage, il est temps d'écrire à Chomara et à son assistant. 29 mars 2025. À mon bureau dans ma chambre. Cette recherche ne saurait pas s'arrêter. Je suis toujours aussi surpris de l'engagement des gens à qui j'en parle à ce sujet. On me dit sincèrement que c'est bien, super, l'emploi des mots me surprend toujours. Je ne sais plus trop par où avancer, ou plutôt où trouver la force de le faire. Mes abréviations pour noter le sujet dans mon carnet m'effraient un peu d'à quel point il me serait devenu familier. J'ai emprunté 3 livres à Pardieu pour bosser depuis un autre endroit. J'ai pas envie de les ouvrir, je crois que j'y pépé. Mais j'ai l'impression d'avoir besoin de les lire, au moins en arpenter certains bouts, pour réussir à faire quelque chose de bien. 2 mars 2025, bibliothèque de Valmy. Il faut remonter dans le fil de nos enfances, si elle est structurante de nos sexualités. Comprendre les imbrications, implications,
Ce n'est pas figé. Ne soyons pas défaitistes. Celles qui transitionnent savent à quel point la sexualité évolue selon la perception, les rôles genrés, les attentes, ce que ressent et peut le corps. Ils savaient au début, mais ils se sont perdus. Peut-être que c'est leur statut qui les a rattrapés. 3 mars 2025, Maison. C'est bientôt de la fin de l'article. Bibliothèque de Valmy. Je sens que la fin de mon travail sur ce sujet approche. Il y a encore 1000 choses à lire et comprendre, mais j'ai trouvé, je crois, les réponses dont j'avais besoin. Il est dur de savoir quoi sélectionner et comment mettre en forme tout ça, mais je tâche à me faire confiance. Je pense que je vais y arriver. Résidence Avril. 14 mars 2025, réunion sur les gradins, Ground Zero. Simon est tâtonnant, s'excuse par avance s'il me blesse. Il a cru que j'étais trop pédo, qu'il s'était fait avoir, que la contestation n'est pas présente dans les termes que j'utilise pour parler du projet. La difficulté se place dans l'énonciation. Il faut que ça soit évident. Marguerin ajoute que ressortir ces archives et ramener le sujet est en soi une contestation, de notre point de vue. Il faut que ça se comprenne pour ceux qui n'en sont pas. J'ai envie de le crier partout sur les murs. J'ai bombé presque tous les mots des tissus, même ceux que je venais d'écrire. Réécrit par-dessus, grossi les lettres. Il faut pas que la typo soit belle, sinon le propos est flou. À la fin de la journée, j'ai écrit à Simon pour le remercier, d'avoir dit sa peur. 15 mars 2025, salle d'exposition transformée en atelier. J'essaie de me consulter pour savoir comment reprendre, ou plutôt quoi commencer. Lire ces textes ici, c'est trop dur, je crois. Je sais pas si c'est le café, mais j'ai le bouillonnement de la rage au fond de moi. Je crois que c'est rare de le ressentir ces derniers temps. Enfin si, c'est ce sujet qui me l'a réveillé. J'ai toujours peur que cet émotionnel soit trop. Alors je l'amenuise, je le donne qu'en partie, petit bout de dégoût, de rage que je trouve déjà débordant, trop peur d'heurter en partageant. Est-ce qu'il faut vraiment contrôler le dégoût et la rage liés à ce sujet-là? Salut, c'est le deuxième jour de résidence. Je suis énervé et épuisé en même temps. J'en ai marre de ma recherche, ça me pète la tête. Je crois que ça m'énerve aussi un peu que ce soit pas... que je dois justifier que j'ai des bonnes intentions. Genre, parler de ce sujet, ça devrait pas être... Je suis pas sûre de penser ça tout à l'heure, hein, ou avant, ou après. Mais là, c'est ce que je pense tout de suite. Enfin, ce que je dis. Parler de ce sujet, ça devrait pas être louche. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Parler de ce sujet, ça devrait pas être louche, faut en parler, c'est grave. Sur Pornhub, c'est dégueulasse, il y a que des trucs teen, où il y a écrit 18+, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de préciser? Il y a une catégorie teen, les personnes, elles ont l'air hyper jeunes. Ah! Faut arrêter. Genre vraiment, c'est une fois sur deux, sur les vidéos, c'est des personnes qui ont l'air archi jeunes. Ou alors c'est que ma belle-sœur, ma demi-sœur, ma daronne, papa, c'est dégueu, wesh, arrête, stop, arrête, faut arrêter ça, c'est grave. Voilà, donc à quel moment, si c'est aussi présent, parler de ce sujet, genre l'adresser, c'est louche. Faire un tissu, peindre en énorme pour recracher ce qu'il y a à l'intérieur, chien. J'arrête les recherches. Il y a une limite à chercher là-dessus, et ça y est, je l'ai atteint. Amplement dépassé même, je pense. Soir, dortoir. Il n'existe aucune justification à la pédophilie en tant que son existence ne peut être que la manifestation de la domination des adultes sur les enfants par le biais des violences sexuelles. Je veux pouvoir être dans des états émotionnels durs en étant avec des proches. Que la recherche que je fais et qui me tabasse la gueule, j'ai pas à supporter ses effets seul.
Attention à la pseudo-déconstruction de la catégorie enfance. J'ai bossé sur mon texte de présentation qui a complètement changé parce que en fait en début de semaine de résidence on m'a dit que en fait il manquait la contestation dans mon texte de présentation et que du coup c'était pas hyper clair de où est-ce que je me positionne. Sauf que bah en effet c'est primordial que ce soit clair. Et donc j'ai réécrit une nouvelle version du texte de présentation. Euh, Ça a été un peu chaotique au début parce que émotionnellement c'était hyper dur. Enfin, ça me paraît tellement évident que c'est horrible et dégueu que on en doute. Enfin, que ce soit possible d'en douter, c'est difficile. Euh, je pense que c'est des peurs que j'avais eues au début. J'avais peur que ce soit louche, mais qu'en fait, bah, plus j'ai bossé dessus, plus il y a aucun doute. Enfin, ouais, il y a aucun doute là-dessus. Sur est-ce que c'est dégueu. Enfin, bref. Mais donc, j'ai demandé à avoir des relectures de mon texte. J'ai eu aussi une discussion avec Emine Essorna qui m'a permis en fait, de reposer un peu l'historique du mouvement, du contexte social et politique à cette période-là. Ce qui a été hyper bénéfique, en fait, ce qui m'a fait me dire que oui, il fallait que je donne un apport historique et théorique concret. Donc j'ai commencé à écrire ça. Euh, et ensuite, donc, je l'ai envoyé en relecture et j'ai eu pas mal de retours. Ça a été un- assez impressionnant de combien de personnes avaient bah, voulu relire, sachant que j'avais demandé des relectures de personnes qui connaissaient pas particulièrement le sujet. Pardon. Et j'ai eu plus d'une dizaine de relectures, quoi. Ce qui est assez. Enfin, c'est beaucoup. Euh, et des relectures très, très précieuses. Parce qu'en fait, ça oblige à être exigeant et à être le plus clair possible et à réussir à donner à voir ce qu'on a compris seul dans une bibliothèque avec des émotions très négatives. Enfin, il y a une chose de la transcription qui est hyper difficile et en même temps très importante. Euh, Parce que comme le fait de devoir avoir que le propos soit hyper clair de comment je me positionne, bah en fait c'est pareil, il faut que pour que les gens comprennent euh, de quoi il est question et comment est-ce que ça se joue aujourd'hui et comment est-ce que ça s'est mis en place, etc. Euh, il faut que ce soit le plus clair possible de comment est-ce que ça fonctionnait. Enfin en fait c'est comme toutes les oppressions quoi, c'est comprendre comment elles fonctionnent, comprendre quelles sont les logiques et les dynamiques de domination, bah, ça permet de lutter contre et de se rendre compte aussi dans un premier temps à quel point elles sont présentes. Euh, que en fait ce qu'on pense banal, ce qui est banal, qui est normé, c'est pas normal. Enfin, il y a un problème, c'est grave. Voilà. J'ai eu Catherine Gonard au téléphone, militante du Quar. C'était super fort. Elle m'a raconté la résistance au sein du groupe face aux militants pro-pédophilie qui en fait jouissaient de statuts sociaux et intellectuels hyper forts, euh,
où c'était dur de comprendre leur argumentaire. C'était dur de décortiquer, parce qu'il y avait un énorme vernis de militance contre la domination des adultes sur les enfants. Et c'est des personnes qui parlaient bien, qui étaient dominants de base en fait. Et donc elle, plutôt jeune, c'est le début de sa militance. Au début ça a été dur de s'affirmer, de comprendre, mais elle me racontait qu'elles l'ont fait. Que c'était les lesbiennes surtout et les féministes qui avaient fait ça. Beaucoup grâce au... Enfin, un des outils qui avait été très fort aussi, c'était les groupes en non-mixité, de pouvoir se réunir, de pouvoir montrer aussi à des hommes la violence qu'ils pouvaient provoquer. Le partage de témoignages aussi, ça a été hyper important pour prendre conscience de l'ampleur de la pédocriminalité. Et voilà, elle me racontait que en fait, il y a eu un moment où ça a été trop. Ça a été beaucoup trop et ils pouvaient plus les laisser exister. Il fallait les dégager. Et du coup, ils se sont fait exclure au fur et à mesure des groupes militants. Je crois que ça a commencé au Danemark et puis il y en a eu un autre, etc. Et ils ont fini par disparaître complètement de la lutte, mais voilà, ça a été parce que elles ont hurlé de rage, elle m'a dit. Et aussi son appel, même s'il m'a évidemment beaucoup mis en rage, parce que c'est un témoignage très direct de la violence que ça a pu être, et de ce sujet sur lequel je bosse depuis des mois, donc forcément c'est rageant. Et en même temps, il y avait quelque chose d'assez rassurant de voir que mes intuitions avaient été bonnes, que je m'étais pas planté au niveau de l'interprétation, que mon regard avait été assez juste, même si j'avais seulement vu au prisme Enfin, j'ai lu des choses dessus, mais j'ai donc des analyses critiques. J'ai lu les articles directement qui sortaient, vu des archives, quoi. Mais j'avais encore jamais échangé directement avec une personne qui avait connu ça, donc c'était très fort de voir que, les analyses que je ressortais, de comment est-ce que ça fonctionnait, comment cet argumentaire s'était mis en place, comment tout ça a été, elle m'a... Ouais. Elle a validé mes intuitions, et c'était assez agréable. Que, en fait, oui, avoir un regard critique a posteriori sur des archives, sur une période de notre histoire, en utilisant des archives, en fait, c'est possible d'être juste sur la compréhension des mécanismes de domination et d'oppression. Enfin, c'est faisable. J'ai bossé dans le train en revenant de Marseille. J'étais en train de lire Antoine Hédier. Et comme à chaque fois que je bosse dans un lieu public, que ce soit à la bibliothèque, enfin surtout à la bibliothèque, j'ai toujours peur de comment on va... Enfin, du regard des autres, hein, bêtement. Mais... Enfin, je sais pas, par exemple, une fois, je bossais à la bibliothèque de Valmy et j'étais en train de lire une histoire de la pédophilie. Et il y a un groupe d'étudiants qui est venu bosser à côté et je sais pas, sans voir directement les regards, j'avais l'impression qu'ils me regardaient et qu'ils voyaient la tranche du livre que j'étais en train de lire. Là, dans le train,
j'étais dans un carré, donc il y avait 4 personnes. Et je sais pas, j'ai toujours peur de comment les gens vont me percevoir. Est-ce qu'ils vont capter que c'est plus gentil, quoi. Et bref, voilà. Je sais pas, il y a un espèce de truc du coup En fait, c'est étrange, j'allais dire c'est de la performance du dégoût, mais en fait non, justement c'est pas de la performance, c'est plus... En fait je vais être beaucoup plus dans l'émotion et dans comment je me sens, parce que être impassible serait suspect, peut-être. Et du coup, ouais, je sais pas. C'est des moments où je vais être beaucoup plus à l'intérieur de moi. Enfin, corporellement, ça va être plus fort que si je bossais chez moi, j'en sais rien. Il y a un truc comme ça, je crois. Je viens d'avoir les derniers retours sur la forme, sur les textes de présentation, donc en partie sur la forme, comment j'écris, je formule mes phrases, comment elles sont un peu longues parfois, et qu'il faut essayer de simplifier tout ça. Et j'ai eu aussi d'autres retours un peu plus historiques sur en fait comment ça s'est structuré, ces mouvements-là. Ça a été hyper riche comme échange et comme manière de réfléchir. Enfin, en fait, je pense que j'aurais pas réussi du tout à avancer autant si il n'y avait pas eu ces échanges avec ces différentes personnes. Je suis archi reconnaissant de ça. Je pense que je suis assez surpris aussi de à quel point les gens sont plutôt d'accord de la nécessité de traiter de ces sujets. Enfin, ouais, qu'il faut le faire et que c'est dur de le faire, mais je sais pas, j'ai reçu beaucoup de force et c'est très précieux. Ouais. L'exposition est dans 6 jours. J'ai un peu du mal à savoir comment je me sens. J'espère avoir réussi à faire quelque chose de bien, d'utile, enfin, quelque chose qui tienne la route. Ça y est, j'ai fini le travail.